On va maintenant passer à la table ronde de clôture. À travers les films diffusés et les échanges éclairés et constructifs de cet après-midi, on a pu constater la pluralité des réponses face aux addictions. On a pu également percevoir tout le chemin parcouru en 150 ans, ainsi que ces dernières années, à travers la diversité des actions menées sur le terrain, chaque jour, partout en France. Et pourtant, il y a encore du chemin à parcourir. Alors avec nous pour en débattre, j'accueille à nouveau le président d'Addiction France, le docteur Bernard Basset, Myriam Savy, directrice du plaidoyer Addiction France, et puis Bernard Jomier, sénateur de Paris et médecin. Bonjour. Bernard Basset, on clôture cet après-midi qui a été riche en enseignements, en émotions. Oui, une richesse extraordinaire. Moi, j'ai découvert aussi des choses. Ouais. On voit aussi l'engagement de nos professionnels, hein, leur professionnalisme, leur engagement personnel sur un sujet, évidemment, qui leur tient à cœur, un sujet de société très important. Le ministre, en ouverture, avait parlé d'un coût social de 1% du PIB. 1% du PIB, c'est 250 milliards hein, quand même par an. Qui représente toutes les dépenses, les années de vie perdues, la répression, les soins, les actions du travail et tout ça. Bon, c'est 120 milliards pour l'alcool, 120 milliards pour le tabac, et puis 10 pour les drogues illicites. Donc on voit la nature de l'enjeu quand même. Rien que ce chiffre montre ce qu'on a à faire encore pour réduire ces dommages. Bernard Basset. Pardon, pas Bernard Basset. Bernard Jomier, on se connaît. Je voulais parler. Monsieur le sénateur, pardon. Votre regard. Alors, d'abord... Vous êtes médecin également, hein? Oui, je suis médecin, effectivement, et je suis médecin généraliste, j'exerce toujours d'ailleurs, et j'ai commencé à, on va dire, à m'intéresser aux questions d'addictologie quand j'étais un jeune médecin et qu'on prescrivait à l'époque du Temgesic de façon illégale, voilà, avec Jean Carpentier. Enfin, il y en a beaucoup à qui ça doit évoquer une longue histoire. Mais maintenant, je suis au Sénat, voilà, donc je suis dans un autre lieu où on pratique peut-être d'autres types d'addictions. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis arrivé vers 16h et franchement, votre anniversaire, il est top. Il est parce que c'est passionnant de voir effectivement la diversité. J'ai vu plusieurs petits films sur des travaux dans différentes régions du pays, avec différents types de publics. Et je trouve que ça montre bien la diversité des problématiques. Après, moi, de là où je suis maintenant, on les traite avec un angle, on va dire, très macro, très distant, et l'angle un peu que rappelait Bernard Basset là, dans ces quelques mots, l'angle économique aussi, et ce que signifie pour un pays de devoir, et des parlementaires de devoir affronter ces questions. Voilà. Myriam Savy. Eh bien, ce qu'on a vu toute la journée, c'est l'expertise sur le terrain. Et de cette expertise terrain, on en fait aussi une expertise pour porter des propositions dans le débat public, des propositions de politique, pour faire avancer la société, pour montrer que on a parcouru du chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, on a cette légitimité de par cette expérience terrain, de par, on a parlé des données de la science, et aussi de tout ce que l'on voit au quotidien. Et donc, j'aimerais prendre l'exemple de la légalisation du cannabis, parce qu'on pourrait se demander pourquoi une association comme Addiction France est favorable à la légalisation du cannabis. Évidemment, une légalisation encadrée. Il ne s'agit pas d'être dans Ça peut choquer, hein. Ça peut choquer, et on peut se demander pourquoi une association de santé s'engage là-dessus. Eh bien, on l'a fait justement en se basant sur notre expertise terrain. On l'a fait à l'issue d'un débat interne qui a associé nos adhérents, nos élus associatifs, nos salariés. Tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais il y a un consensus qui a quand même émergé sur le fait que la politique actuelle ne fonctionne pas. Et donc, il est important d'essayer autre chose et donc d'être dans un système qui va légaliser un produit qui, au regard d'autres produits légaux, comme le tabac et l'alcool, sur une échelle des risques est relativement similaire. Bernard Jomier, votre position sur la légalisation du cannabis? Ma position, je l'ai exprimée avec 30 autres collègues sénateurs l'été dernier dans une tribune qui est parue dans Le Monde en soutien à cette idée. La question, c'est d'essayer de comprendre ce qui bloque dans la société. Parce que
Moi, le politique est rarement en situation d'imposer un mouvement sociétal. En règle générale, le politique, il est plutôt à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Et après, il se divise en deux. Il y a les conservateurs qui ne veulent pas avancer, qui disent « oh, c'est trop compliqué de changer ». Et puis ceux qui disent, les progressistes, si, il faut changer. Et voilà les bénéfices qu'on peut en attendre. Et donc, c'est de comprendre, là, pourquoi ça coince. Parce que ça coince dans le monde politique. Ça coince méchamment même. Cette tribune, on l'a signée à 30. Moi, je suis apparenté au groupe socialiste. C'est-à-dire la moitié des sénateurs du groupe auquel je suis apparenté l'ont signée et l'autre moitié n'a pas voulu la signer. Et donc, il y a un travail interne au groupe. Mais alors, vous imaginez, de l'autre côté de l'hémicycle, quelle est la position? C'est non. Parce qu'il y a des représentations et parce qu'il y a cette croyance qu'on peut vaincre les addictions. C'est pensé comme ça. C'est on va vaincre les addictions, on va vaincre les drogues, c'est ça le terme qui est employé directement, et pour les vaincre, il faut faire la guerre. Et nous, on dit, mais regardez ce qui se passe à l'échelle de la planète, cette guerre, si vous voulez faire la guerre, c'est un échec. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut les voir autrement. Et ce changement de regard qui, vous et votre pratique quotidienne, et vous paraît évident, la réduction des risques, l'accompagnement des parcours de vie qui sont divers, qui amènent à ce que cette question soit complexe, eh bien ça, ce n'est pas du tout évident pour les législateurs, pour des gens qui sont plus distants. Vous voyez? Donc c'est à ça qu'on se confronte et on mène, pas une guerre, mais un combat pour le coup, qui est d'essayer de faire évoluer cette représentation. On y arrivera. Ça prendra du temps, on y arrivera. Mais je trouve que tout ce temps trop long, et on le sait, du temps perdu pour des tas de gens qui sont pris dans cette problématique. Bernard Basset. Oui, je rejoins tout à fait le sénateur Jomier. Il y a un problème de représentation, il y a un problème de pensée un peu mécanique. On dit, on a des consommations, on va les interdire et le problème sera réglé. Alors, on dit ça depuis 50 ans et c'est un échec total. Sur le cannabis en particulier, puisqu'on parle du cannabis, on a une consommation de masse quand même du cannabis avec des millions de gens qui fument du cannabis. Donc, la position qui est de maintenir la prohibition, une prohibition qui n'est pas effective, de fait, puisque les gens consomment, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route, mais ceci dit, je pense qu'il y a une crainte de la part des politiques. À chaque fois, ils ont peur d'être considérés comme laxistes, comme promoteurs de drogue. Et c'est un débat, tout à l'heure on a parlé de réduction des risques, c'est un débat qui a eu lieu dans des circonstances dramatiques au moment de l'épidémie de sida. L'épidémie de sida, on a donné des seringues, on a donné des produits de substitution, et il y a une partie de la population, une partie de la classe politique qui a dit on va donner de la drogue aux drogués. Et en fait, c'est une politique fructueuse, positive, qui a sorti les gens de leur marasme, qui a divisé par 5 les morts par overdose, qui a complètement réduit les infections par VIH à quelques pourcents, alors qu'ils représentaient 30-40% au début de l'épidémie de VIH. Donc il y a à la fois les représentations puis la réalité des faits. Et donc, je pense qu'il faut confronter les politiques à la réalité des faits. Alors, on parlait tout à l'heure des jeunes et de leur consommation. Là aussi, il y a un rôle politique, du politique. Oui, il y a le politique, pour moi, il est majeur. Alors, c'est vrai qu'on essaye de les convaincre souvent. Bon, alors évidemment, quand on rencontre le sénateur Jomier, on peut avoir un effort de conviction terrible à faire, hein, mais d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, sans doute, y compris, on le voit à chaque fois sur l'alcool en particulier, un produit, une drogue, consommée massivement, une drogue cancérigène. Bon, alors quand on dit ça, évidemment déjà... un état de gens pousse des cris. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le consommer, mais quand même, il faut l'aborder de manière autre. Et il y a l'environnement qui pousse à consommer. Alors, on a la chance, en France, d'avoir une loi donc, votée par des parlementaires, une loi emblématique et visionnaire. C'est la loi E20. C'est la loi E20. Ce n'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi d'encadrement. Il y a 30 ans déjà, en 1980. Il y a 30 ans déjà. Elle est constamment attaquée parce que, justement, elle est efficace. Attaqués par les lobbies. Attaqués par les lobbies. De quelle manière? Pardon? Comment agissent-ils? Ils interviennent eux aussi auprès des parlementaires. Ils proposent des amendements. Ils ont certains parlementaires complaisants qui préfèrent défendre des intérêts économiques plutôt que la santé. Bernard Jomier, je vous vois sourire.
Oui, parce que je pensais, il y a quelques semaines, dans une interview, au Monde encore, hein, c'est pas que je veux faire de la pub particulièrement pour le Monde, mais Claude Évin disait, quand j'ai fait voter ma loi, le principal obstacle, en fait, c'était les sénateurs des régions viticoles. Et ça n'a pas changé. Je l'ai dit il y a on vient d'étudier les budgets de la sécurité sociale. Voilà. Moi, j'ai voulu porter le fait que, comme on alignait le prix du tabac sur l'inflation, ce qui était déjà pas beaucoup, enfin on pourra y revenir, mais on pouvait faire la même chose avec le prix de l'alcool. Ouh là là. Bon, la réaction a été très dure. Hein. Très dure. Et dans ce cas-là, vous voyez d'un coup dans l'hémicycle, il y a 150 personnes et il y a un défilé de prise de parole pour dire qu'on va tuer la filière viticole. Donc ça, c'est habituel. Mais on le sait. On le sait. Et ça n'empêche pas qu'on puisse convaincre. Parce que moi, je crois profondément aux vertus de la démocratie et du dialogue. Et je suis dans une chambre du Parlement où je suis dans l'opposition, et pourtant, régulièrement, on obtient des avancées. Parce que, par exemple, vous parliez des perspectives. Un des grands combats à mener, c'est de protéger les jeunes et les adolescents. Or, ces industries, celles du tabac comme celles de l'alcool, elles mettent en place des stratégies marketing qui visent à ajouter du sucre, des parfums, etc. à ces produits pour créer une addiction chez les adolescents en entrant par ces parfums et par le sucre. Et au Sénat, ce discours, il passe. C'est-à-dire, chez mes collègues de la majorité sénatoriale, quand je leur dis on doit protéger, parce que ça, on ne peut pas accepter ça, ce n'est pas possible, ils entendent. Et je rappelle qu'on est la Chambre qui est la première à voter la taxation des prémix à base de vin, un amendement que j'avais déposé, qui après a été repris à suivre. Bon, bref, et finalement qui est entré en application. Et là, dans ce budget de la Sécu, j'ai fait voter la même chose pour les bières. Mais sauf que cette année, le budget, c'est le 49.3. Et ça, c'est très instructif. Parce qu'il n'y a pas de 49.3 au Sénat. Hein. On débat jusqu'au bout, on avait débattu jusqu'au bout. Donc on a voté ça. On a rétabli une taxation sur le tabac, qui était la taxation initiale, pas celle après que Gabriel Attal soit allé au congrès des buralistes. C'est ça, l'histoire qui s'est passée. Non, mais c'est vrai. Et il le dit, c'est écrit. Il va au congrès des buralistes et le texte sur lequel il s'était mis d'accord avec le ministre de la Santé est affaibli parce que les buralistes ne sont pas d'accord. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne encore dans notre pays. Bon. Et donc, on fait voter, mais 49.3, ça veut dire que le gouvernement derrière, quand il redépose le texte à l'Assemblée nationale, il met ce qu'il veut dedans. Et il a tout évacué. Et c'est le gouvernement. Et c'est très triste parce que j'ai salué, et moi je salue qu'on ait un ministre de la Santé et de la prévention. Mais la prévention, ça a été quoi sur les 3 principaux problèmes de santé de notre pays? Le tabac, l'alcool et la pollution de l'air. Sur le tabac, vous savez, à peine l'alignement sur l'inflation, et sur le tabac chauffé, donc on réduit après le congrès des buralistes. Sur l'alcool, rien. Et sur la pollution de l'air, qui n'est pas votre sujet, mais rien non plus. Voilà. Avant d'écouter Bernard Bassier, un petit message personnel à Amanda avec qui je travaille. Je n'ai plus de batterie sur mon portable, je ne peux plus, hélas, recevoir de messages du public, parce qu'elle s'agite derrière en régie. Voilà, comme ça, elle est informée. Bernard Bassier. Oui, c'est bien Bassier. Il y a 2 Bernard, je suis totalement... Oui, non, je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est produit marketing, parce que quand on parle d'alcool en particulier, on défend la gastronomie. Bon, voilà, comme si tout le monde buvait du Château Margaux, quoi. Bon. Et donc attaquer le vin à chaque fois, c'est toujours un problème, quoi. On se dit c'est la culture, c'est le patrimoine, faut pas faire grand-chose, etc. Et sur ces produits qui étaient directement destinés à la jeunesse, c'est-à-dire on sucre des vins bas de gamme. Et puis on fait boire les jeunes. Et là, on a réussi à déconstruire ce discours en disant ça, c'est quand même pas de la gastronomie, c'est quand même pas des produits qui nécessitent une dégustation, etc. C'est des produits pour faire boire, pour entrer dans la consommation d'alcool. Alors, il y a eu récemment sur le tabac aussi, il y a des produits purement marketing qui s'appellent les puffs, qui sont des fausses cigarettes électroniques qui sont destinées uniquement aux jeunes. Et c'est un pur produit marketing. Et en plus, sur le plan écologique, c'est absolument désastreux. Parce qu'ils sont jetables, il y a une pile. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Myriam Savy.
Oui, ça fait partie de l'ADN de l'association, hein, ce plaidoyer, et du coup de déconstruire toutes ces stratégies, les stratégies de lobbying, les stratégies marketing, parce que ça va ensemble. En fait, il y a d'un côté, on s'attaque aux politiques, et puis de l'autre, on touche à l'environnement. Donc ça fait vraiment partie, ça fait partie du plaidoyer de se dire, on va essayer de promouvoir des propositions pour faire avancer les politiques. On va aussi surveiller ce qui se passe, et donc avec le président et d'autres élus associatifs, il y a une collection de décryptage qui vont essayer justement de pouvoir décrypter tout un peu les dessous, tout ce qu'on n'imagine pas sur ces questions liées aux addictions. On a parlé d'alcool, de tabac, il y a aussi les paris sportifs, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent en termes de stratégie marketing sur la question des paris sportifs. Et puis aussi d'être dans le suivi de l'application des lois une fois qu'elles sont adoptées. On fait ça aussi à Addiction France. On travaille sur la loi E20, notamment dans le volet alcool, pour s'assurer que la réglementation en matière de publicité pour l'alcool, elle est bien respectée. Parce qu'on voit en fait qu'il y a des contournements, hein. Bernard parlait de la loi qui est efficace, donc elle est détricotée, et donc il y a des stratégies marketing qui essayent progressivement d'aller toujours un petit peu plus loin. Et donc c'est notre rôle de pouvoir attaquer en justice pour dire à un moment stop, et en général on gagne. Alors évidemment on ne peut pas agir sur toutes les publicités, sur toutes les dérives, mais on regarde les nouvelles tendances. Donc là aujourd'hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux, à la fois pour encore une fois observer, sensibiliser aussi, puisque la publicité aujourd'hui elle se fait par les influenceurs, et donc il faut aller sensibiliser les influenceurs qui ne connaissent pas forcément la loi E20, qui peuvent être aussi conseillés et mal conseillés par les producteurs d'alcool, les marques d'alcool, et au final essayer de protéger les jeunes qui sont sur les réseaux et donc qui sont exposés à ces publicités qui leur donnent envie de boire ou d'aller faire des paris sportifs. Et on a des victoires quand même, hein, il faut le dire, parce que la plupart du temps on gagne quand on essaye de faire respecter la loi E20 par le juge. La dernière fois, c'est maintenant. Vous savez que la loi E20 interdit de promouvoir l'alcool à travers le sport ou à travers la musique, les concerts de rock, etc. Et là, on vient de faire interdire la marque Budweiser, qui avait une campagne bien centrée sur la Coupe du Monde et sur le fait de marquer des buts. Boire une Bud, c'est marquer un but, quoi, en gros. À propos de boire, un mot sur le défi de janvier, le Dry January, qui débute dans 15 jours, c'est ça? Pardon? Le défi de janvier. Ah, le défi de janvier, très bonne question, parce que c'est vrai que là, on est dans l'innovation de nos actions, ce qu'on appelle le marketing social, c'est-à-dire reprendre les outils du marketing classique, hein, du commerce, et s'en servir pour promouvoir la santé. Alors, le défi de janvier commence en janvier, comme son nom l'indique. Dans 15 jours. Dans 15 jours. C'est depuis 4 ans qu'on le fait déjà. Le but, c'est de faire une pause dans la consommation d'alcool pour voir la place que l'alcool prend dans sa vie. C'est donc pas du tout moralisateur non plus. Il y a quand même des offensives sur le défi de janvier. Ah oui, il aurait dû être porté par l'Agence Santé publique France. Et sous la pression du lobby viticole, le gouvernement a décidé de retirer le soutien à cette opération. Mais on le fait avec toutes les associations, on le fait avec aussi quelques partenaires, on le fait avec quelques parlementaires qui nous soutiennent. Alors le sénateur Jomier est un habitué quand même, hein. Mais c'est une opération intéressante, innovante, et qui est un réel succès. Myriam Savy. Oui, c'est important, et de montrer à travers le défi de janvier qu'il s'agit de se tester, et puis aussi de positiver. Tout à l'heure, Claire Touzard parlait de la sobriété et d'être subversif en étant sobre. Donc en janvier, soyons tous subversifs. Votre regard, monsieur le sénateur, sur le défi de janvier? Mon regard, pardon? Sur le défi de janvier. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les mouvements qui viennent des associations, qui viennent de la société, sont les plus porteurs, au fond. Et que nous les élus, on ne peut venir qu'en appui. Parce que si moi, sénateur, je dis, vous faites le défi de janvier, je veux dire, les gens vont plutôt faire le contraire, en gros. Donc, vu le poids de la parole politique dans notre pays, bon, c'est un autre débat. Mais par contre, ces initiatives-là, elles trouvent un écho. Pourquoi? Parce qu'au fond, les gens, ils savent bien que l'alcool, il y a un problème. Je veux dire, d'ailleurs, la consommation, heureusement, est quand même structurellement en baisse, même s'il y a des effets de niche ou autre, un marketing agressif. Mais
Voilà. Donc, je veux dire, des gens qui viennent expliquer, des gens qui sont des praticiens de cette question-là, qui en ont une expérience, qui sont y compris des personnes qui vivent l'addiction, etc., et qui viennent expliquer aux autres que c'est bien pendant un mois, voilà, parce que c'est un défi, parce qu'on va pouvoir s'interroger comme ça, on va pouvoir réfléchir soi-même, même si on n'est pas sobre pendant un mois, à ce qu'est notre rapport à l'alcool, et donc ce qu'est notre rapport de façon générale à différentes substances qu'on peut consommer. Eh bien ça, je pense que c'est ce que vous disiez, utiliser les nouvelles méthodes, c'est très prometteur, très fructueux. Donc moi, je ne peux qu'appuyer, j'appuie, j'essaye, voilà, en fonction de ce que nous, les élus, on peut faire. Mais il faut absolument poursuivre cette initiative. C'est super, quoi. Je veux dire, les jeunes, ils comprennent ça. Ils comprennent et ils entrent dans cette démarche-là. Alors, j'ai beaucoup regretté, évidemment, j'ai dénoncé à son époque, quand ça a commencé, que l'État, d'un coup, a fait volte-face et a renoncé. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose, après tout, hein ? Je ne suis pas sûr que, là aussi, après tout, que l'État ne soit pas partie prenante. Alors, ça pose des problèmes de soutien financier, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit, après tout, une mauvaise chose. En tout cas, ça mérite débat. Voilà. C'est peut-être un peu disruptif, ce que je dis, mais je trouve que ça mérite débat. Non, pas du tout, vous avez raison. C'est vrai que, bon, alors on peut le regretter, mais il y a une défiance envers la parole publique, hein, c'est clair. Donc ce mouvement qui vient de la base, on pourrait dire, il a une image positive. Et donc, c'est vrai que ça contribue à son succès, je le pense aussi. Mais par contre, il se fait sur les moyens des associations qui ne sont pas riches. C'est quand même ça le problème, c'est qu'il repose sur notre volontarisme et sur pas grand-chose. D'ailleurs, le fait que nous, on mouille la chemise avec rien. J'aimerais qu'on clôture cet après-midi avec Nicolas Pris, président de la Mine d'Eka. J'aimerais qu'on l'accueille. Nicolas Pris. Comme vous voulez, mettez-vous debout si vous voulez. Ouais. Allez-y. Bien, cher Bernard, d'abord bonjour à tous. Et je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été plus présent lors de ce bel anniversaire. C'est vraiment incroyable, une date comme celle-là, enfin 150 ans. Et c'est quand même un plaisir d'être parmi vous voilà, pour clôturer cette journée et d'avoir écouté d'ailleurs cette dernière table ronde. C'était bien que j'ai pu arriver quand même 10 à 15 minutes avant. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir d'être parmi vous aujourd'hui parce que cet événement, que cette belle célébration ait lieu alors que précisément Bernard Basset est président de la Fédération d'Addiction France. Je vais y arriver à la faire, celle-là, d'Addiction France. Ça a pour moi une saveur toute particulière. D'abord parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Tu avais eu la gentillesse de m'accueillir il y a une vingtaine d'années à la Direction Générale de la Santé, quand j'étais jeune médecin inspecteur de santé publique. On travaillait à l'époque ensemble sur les inégalités de santé et les addictions, justement. Et puis parce que, au fond, je dois bien dire que malgré la difficulté parfois à travailler ensemble entre la question du plaidoyer, de la militance, qui est votre engagement aussi, et les pouvoirs publics, de temps en temps, qui sont dans les postures que vous avez décrites, je trouve que on arrive quand même à faire des choses ensemble, on arrive à ce que vous nous inspiriez, à ce que vous nous fassiez réfléchir davantage sur des questions qui nous embêtent, et auxquels on soumet ensuite un petit peu les retours dans un jeu interministériel que beaucoup de gens connaissent sans doute et qui oblige à des arbitrages qui ne vont pas toujours dans votre sens. Ça, c'est ce que je dois endosser par moment, mais avec une vraie sincérité sur les arguments que vous développez. Et vous l'avez dit tout à l'heure, moi je voudrais rendre hommage à l'association sur 2 points en particulier. D'abord, c'est la constante référence à des données solides, probantes, tout ce que la science aujourd'hui peut permettre. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais en tout cas, vous l'intégrez. Ensuite, il y a évidemment des positions qui se prennent vis-à-vis de ça, mais il y a quelque chose d'extrêmement sérieux dans l'argumentaire qui est produit par Addiction France, et ça, c'est vraiment tout à fait essentiel. Le deuxième principe sur lequel je voulais insister quant à votre action, et vous avez été très rapide à réagir sur les difficultés que pose aujourd'hui l'engagement d'un certain nombre d'industriels qui gagnent de l'argent avec des objets d'addiction. Et le dernier en date, qu'on n'avait peut-être pas vu venir avec autant de brutalité, ça a été les opérateurs de jeux.
On traite depuis assez longtemps la question des opérateurs et des industriels qui commercialisent du tabac, qui commercialisent de l'alcool. Ça n'empêche que des progrès sont sans doute à faire ici et là encore. Mais ces opérateurs de jeu, avec des réformes récentes qui ont conduit à leur donner un nouveau positionnement purement privé et purement d'intérêt, vous avez très très bien réagi et tu as très vite réagi sur le fait qu'il fallait mettre absolument tout ça à distance, des cofinancements possibles entre cette industrie et les financements, notamment des pouvoirs publics, qui aident malgré tout les associations à travailler. Alors, je voulais vous donner un sentiment peut-être sur l'évolution aujourd'hui des conduites addictives de mon point de vue. C'est peut-être pas celui que vous partagez tous, mais il y a un point sur lequel on sera vraiment d'accord, c'est la toile de fond que constitue aujourd'hui la question des inégalités qui sont en train de se creuser. Vous l'avez sans doute évoqué au cours de la journée, avec les derniers chiffres qui ont été publiés sur la question de la consommation de tabac et qui montrent que les choses ne vont peut-être pas si mal, d'ailleurs, que ce qui a été relaté dans la presse ces derniers jours, au sujet très macro. Mais ce qui se creuse, c'est l'écart entre les gens qui ont accès à une information, qui sont en capacité de l'intégrer, de la digérer, de la mettre dans leurs propres pratiques, qui ont accès aussi à différents services qui peuvent les aider, et puis ceux, malheureusement, qui ont plus de difficultés sur le sujet. Ça, c'est un véritable sujet et ça se répercute, je pense, et ça risque de se répercuter à l'avenir. Et d'une certaine manière, quand on voit certaines évolutions de consommation, on a l'impression que les problèmes vont se concentrer sur les populations qui ont le plus de difficultés de manière éducative, sociale, sanitaire, d'accès aux services. Et ça, c'est une préoccupation importante. Pourtant, on a aussi des vrais succès. Je voudrais parler de la prévention qu'on fait en direction des jeunes. La prévention en direction des jeunes, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a annoncé ces derniers jours, lors de plusieurs colloques, notamment lors du congrès de la Société française de tabacologie, un point extrêmement important concernant le tabagisme chez les jeunes de 17 ans. L'OFDT avait déjà montré l'année dernière une baisse de l'ensemble des consommations en classe de 3e, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool ou du cannabis. Là, pour vous donner un seul chiffre, entre 2017 et 2021 et 2022, le tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 ans est passé de 25% à 15%. On a perdu 10 points. Alors, certes, on n'en fait pas encore assez et on a du mal sur certains leviers importants, comme en particulier l'interdiction de vente aux mineurs, qui concerne le tabac, mais pas que. On a des difficultés encore à faire entrer dans les pratiques professionnelles des gens qui font de la prévention les meilleures pratiques, certes, mais je pense que c'est quand même réellement là un progrès susceptible de nous motiver pour l'avenir que de voir de tels chiffres qui seront d'ailleurs, je ne veux pas faire de teasing tout à fait, et j'allais dire trop indiqué avant les résultats qui seront publiés, mais avec la même enquête, l'OFDT vous montrera dans les semaines prochaines que la consommation de cannabis recule aussi à cet âge-là, ainsi que la consommation d'alcool. Alors, vous nous incitez toujours à aller plus loin, plus fort, plus vite. Je vous disais tout à l'heure parfois les contradictions dans lesquelles on se situait, mais je voudrais quand même rappeler que les moyens, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour la prévention en France, il n'y a pas beaucoup de moyens pour la recherche. Il y a eu récemment tout de même l'invention et les pouvoirs publics ont mis en place le fonds de lutte contre les addictions. C'est quand même 150 millions par an. Et moi, je trouve que ça va quand même un peu à rebours de l'idée qui est toujours la prévention, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je ne dis pas que l'effort n'a pas été sans doute à la hauteur de vos espérances, a été à la hauteur de vos espérances. Mais je voulais rappeler tout de même cet effort qui a été fait pour la prévention. Et finalement, les résultats dont on parle proviennent peut-être de là. Je voulais, parce que j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de praticiens, de personnes qui, sur le terrain, travaillent aussi à l'accompagnement des personnes qui sont dans des conduites addictives, dans des dépendances plus ou moins marquées, à des moments différents de leur vie, et qui souvent sont ces personnes dont je parlais il y a quelques instants, qui sont les personnes en particulière difficulté sur le plan social ou éducatif. Et je crois que votre force, c'est aussi
d'une part, le maillage territorial que vous arrivez à avoir. Ça, c'est quand même extrêmement important de penser. Il se trouve que ce matin, je recevais une délégation étrangère et on a un peu comparé quand même le maillage en France en matière de structures, qu'elles soient médico-sociales, hospitalières, etc. C'est tout de même un point très très fort dont vous pouvez être fiers, dont nous pouvons tous collectivement être fiers. Et malgré les tensions RH que vous subissez aujourd'hui, je crois que c'est important d'essayer de maintenir cette présence au plus près des citoyens et de ceux qui en ont besoin. Alors au-delà de ces quelques mots qui ont souligné votre implication dans la prévention, dans l'accompagnement, en particulier des personnes les plus en difficulté, de votre force très forte en matière de plaidoyer, de votre implication, vous l'avez rappelé, dans la défense de la loi Évin et la prévention en direction des mineurs, et les jugements, tu l'as rappelé Bernard, récents, vous donnent vraiment une place tout à fait singulière et forte là-dedans. Peut-être essayons de nous projeter, alors non pas 150 ans devant nous, mais essayons de nous projeter un petit peu sur quelles sont les évolutions qui sont à venir dans le champ des addictions. Et on est là à faire des hypothèses sans doute, et on serait bien imprudent à essayer d'en faire une photographie extrêmement précise. Mais gageons quand même que dans les années à venir, peut-être même les décennies encore à venir, la question de la consommation de tabac, son tribut sur le plan épidémiologique, sur les finances publiques, ça a été rappelé, et la consommation d'alcool resteront les principaux pourvoyeurs de vos consultations, de vos files actives. Ces pratiques sont extrêmement ancrées et nous savons que le chemin reste encore extrêmement important pour parvenir à un niveau de consommation qui soit davantage raisonnable. Je crois que nous avons aussi un enjeu très fort, et ça a été mentionné tout à l'heure, sur la protection du cerveau des adolescents par une meilleure compréhension de ces mécanismes intimes et du coup l'adaptation de nos moyens de prévention à la manière dont ce cerveau fonctionne, dominé par les émotions versus la cognition. Ce sont des moments normaux de la vie, mais dans un environnement social qui est celui des jeunes aujourd'hui, on sait très bien que les conduites à risque sont tout à fait malheureusement l'apanage de cet âge, et nous devons travailler pour être en même temps, et ça a été mentionné également, davantage crédibles et présents sur les réseaux sociaux pour contrer tout ce qui est fake news, arguments et stratégies marketing qui sont développés spécifiquement à leur intention. Alors, pour ça, on a besoin de gens comme vous, bien entendu, comme votre association, comme les acteurs de terrain que vous êtes. On a besoin du milieu sanitaire, on a besoin de la prévention, de Santé publique France, de ces acteurs-là. Mais je dirais, ce qu'il faut, et c'est ce que j'essaye de faire de ma modeste place, c'est d'embarquer un peu plus de ministères, bien sûr, mais surtout de professionnels de divers champs pour travailler sur d'autres leviers. La question, on le disait, des interdits protecteurs. Arriver à faire en sorte qu'on arrête de vendre du tabac, de l'alcool, des jeux de hasard et d'argent, voire du protoxyde d'azote, nécessite aujourd'hui des moyens accrus en matière de contrôle et des décisions, le cas échéant, administratives ou judiciaires qui peuvent suivre. Et on a besoin pour ça de créer une culture commune. Et je peux vous dire de ma place qui est la mienne que c'est encore extrêmement difficile. L'autre point que je voulais essayer d'aborder avec vous, c'était, parce que ça me frappe, en préparant ce discours, ça m'a un peu frappé de constater que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu d'innovation thérapeutique forte dans le domaine des addictions. On a eu certes des progrès, j'allais dire, en matière de dispositifs, et les salles de consommation à moindre risque, les haltes soins addiction, en sont un, c'est très clair. Mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose à la hauteur de la méthadone, de la buprenorphine, des traitements de substitution nicotinique. Et à l'heure où déferle régulièrement sur le continent européen et en France en particulier, la cocaïne avec le crack, et que de plus en plus de gens ont une appétence pour ces drogues psychostimulantes, qui créent des addictions qu'on ne sait pas très bien traiter, je crois qu'il y a un enjeu très très fort à essayer de se mobiliser avec les autres pays, avec l'Europe en particulier, pour lancer des programmes de recherche clinique, d'innovation thérapeutique extrêmement importants dans ces domaines-là. Enfin, je vais terminer en vous citant peut-être un argument, mais qui a dû, aujourd'hui, parce qu'on en est beaucoup à en parler, qui a peut-être été évoqué lors de cette journée, c'est la question de l'impact environnemental des drogues, du tabac en particulier, mais pas que,
Le tabac, c'est 4 000 milliards de mégots qui sont jetés par terre chaque année. C'est une pollution évidente sur les cours d'eau. Et on a ça également pour des tas de drogues, soit dans leur système de production, soit dans leur système de transport, soit dans les déchets qui sont générés. Et ça nous amène quand même à une réflexion importante aujourd'hui sur cet argument-là qui, alors que l'on a la chance d'avoir une génération extrêmement motivée, qui nous pousse à faire des efforts pour que dans 27 ans, c'est quand même c'est demain ça, on ait des émissions de CO2 par tête de pipe en France qui passent de 9 tonnes à 2 tonnes. Cette question et ils sont j'allais dire très sensibles parce que c'est leur survie qui est en jeu, cette question de l'impact environnemental, de ce que créent finalement les objets d'addiction, me semble être un élément qu'on doit travailler à l'avenir. Voilà pour ces quelques mots que j'adresse à Bernard, que je vous adresse à tous, que voilà, je sais aussi nos différences, nos positionnements, mais je voulais vous souhaiter un très très bel anniversaire, vous souhaiter par là même de belles fêtes de fin d'année, et puis vous remercier beaucoup de m'avoir attendu jusqu'à cette heure-là. Merci. Merci beaucoup Nicolas Pris, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Venez sur scène avec moi. Président Basset, merci à tous. J'ai été ravi de vous accompagner cet après-midi. J'ai appris beaucoup de choses, avec beaucoup d'émotions, notamment Bernard Basset. C'était très fort de vous avoir tous ensemble, ici, venus de toute la France, de tous les territoires. Merci, encore bon anniversaire, happy birthday, Addiction France. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon anniversaire. Vous pouvez chanter bon anniversaire, hein, 150 ans, on peut y aller. Hein. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Et il y a le cocktail qui vous attend.